moteur suralimenté, des courbes massives et une histoire riche de plusieurs décennies. Aujourd'hui, Gearshift vous plonge dans l'histoire de la Pontiac Grand Prix et on s'attarde sur un modèle emblématique, la Pontiac Grand Prix GTP de 1998. La Grand Prix est un modèle de chez Pontiac qui a été décliné en 7 générations de 1962 à 2008. C'est donc un modèle qui est resté particulièrement imprimé dans l'histoire de Pontiac. La Grand Prix est introduite dans la gamme Pontiac en 1962 et elle prend pour base la Catalina. Elle se veut comme être un coupé sportif et élégant et c'est pour ça que Pontiac va y greffer un V8. La Pontiac Grand Prix de deuxième génération est proposée de 1969 jusqu'en 1972. Elle propose un capot plus long, un look plus agressif et surtout des cylindrés à la variante de 4,3 litres et 7,4 litres, des gros V8. La troisième génération de Pontiac Grand Prix s'étend de 1973 à 1977. La carrosserie est complètement revue et devient beaucoup plus musclée et beaucoup plus lourde. Sauf que Pontiac décide, malgré la crise pétrolière, de maintenir des gros V8 performants. La quatrième génération de Pontiac Grand Prix est proposée de 1978 à 1987. Elle répond aux nouvelles normes, donc les voitures sont plus compactes, mais elles restent néanmoins intéressantes et plutôt performantes, notamment avec la version Grand Prix 2+2 de 1986. Et la cinquième génération, quant à elle, se tourne jusqu'en 1996. Et à partir de ce moment-là, la Grand Prix, et notamment la version GTP, deviendra une traction pour conquérir le marché européen. La 7e génération de Pontiac Grand Prix est proposée de 2004 à 2008. C'est la dernière génération. Elle propose toujours des modèles intéressants avec le retour d'un V8 comme dans la version GXP qui sort en 2008. Mais Pontiac est déjà sur la pente descendante et ferme ses portes l'année suivante. Vous aurez deviné, cette Pontiac est une de 6e génération. Celle-ci, c'est une Grand Prix GTP de 1998 et sous son capot se cache un V6 3,8 litres à compresseur. 245 chevaux, 380 Nm de couple pour un 0 à 100 en moins de 7 secondes. Et une vitesse de pointe de 225 km/h. Ce coupé était également disponible en version berline, donc c'est-à-dire avec 4 portes. La carrosserie est quand même très effilée avec un look très européen. Si vous vous souvenez de notre vidéo sur la 406 coupé, on est un peu dans le même délire mais en beaucoup plus gros. On a 2 grosses entrées d'air à l'avant pour nourrir ce fameux V6 qui ne se nourrit pas uniquement d'essence, mais également des jantes en 16 pouces, plutôt petites quand même quand on compare à la taille des pneus. Qui sont énormes, c'est les Américains. Et on peut parler également de cette merveilleuse face arrière. Cette face arrière, avec ses 2 énormes sorties d'échappement, se rappelle de la marque Pontiac, évidemment. Il faut être au courant. Il faut que tout le monde sache que l'on a une Pontiac, que l'on a une voiture américaine. Et c'était toute l'image de la marque à l'époque. Cet énorme béquet qui donne plus de poids que d'appui. Et ces 2 phares rappelant vaguement ceux de la Silvia S15. Après avoir parlé de l'esthétique générale de cette voiture, ouvrons cette immense porte pour vous parler de l'intérieur. Nous avons un intérieur complètement en cuir, très confortable, comme la 406 coupé. Siège chauffant électrique, mais siège chauffant que côté conducteur, c'est une voiture assez égoïste. Nous avons l'affichage tête haute, qu'on ne verra pas pour des raisons évidentes puisqu'il fait jour. Nous avons une boîte 4 vitesses automatique avec un mode perf shift qui permet de rendre la voiture plus efficace pour la boîte de vitesse. Donc au niveau des sièges, on a ces belles selleries en cuir qui rappellent vraiment le cuir des 406 coupés de l'époque, des anciennes voitures européennes, bien designées, même des italiennes par exemple. Donc avec des sièges qui ressemblent beaucoup à des baquets. Et derrière, on a un canapé, littéralement un canapé. Ça a l'air vraiment confortable, je vais vous le dire tout de suite, c'est confortable. On va passer sur l'arrière maintenant, on va regarder les sièges arrière. Je suis l'ingénieur de chez Pontiac et c'est moi, j'ai ingénieré un système pour atteindre les places arrière, regarde. Hop. Pratique, non? Nickel, je peux pas rentrer comme ça. Je suis foutu. Mais rentre. Allez, je rentre. Je t'en prie, regarde, teste mon système.
C'est un peu glamour. Waouh, par contre, on est vraiment bien installé pour le coup. Ah putain, c'est vraiment un canapé. Hein. J'ai l'impression d'être assis dans un sofa, dans un bureau de business aux États-Unis, vraiment directement. Hein. Oui, mais alors attention, recule. As-tu encore de la place? Ça va? J'ai franchement plutôt de la place et je suis quand même et si je assez grand. Je fais 1m93, donc si je ravance le ciel, ouais. J'ai vraiment beaucoup de place. Ouais. C'est une voiture très très spacieuse. En même temps, vu la taille qu'elle prend, ça ne m'étonne pas. On est quand même sur des grosses dimensions là. On est sur une limousine globalement. Hein. Une limousine coupée, mais une limousine quand même. Bon alors Martin, est-ce que tu veux un petit démarrage de l'automobile? Fais-moi écouter ce moteur américain. C'est parti. Hop. Comment ça tourne? Ah, merveilleux. Petit avis sur le moteur? C'est vraiment bien. J'aime bien. Ah, on entend vraiment le moteur, le vieux moteur américain. Hein. Quand tu le démarres, ça fait bon. Bon, il est l'heure d'essayer la bestiole. Allons-y. Pour des raisons assez évidentes de rareté de véhicules d'assurance et Gearshift étant une jeune chaîne, nous n'allons pas prendre le volant de ce véhicule plutôt rare déjà au début. En tout cas, que dire? Déjà, même moi, je suis bien installé. Je suis derrière Martin, hein, que vous pouvez voir. Et moi, j'ai beaucoup de place. Hein. Je suis vraiment à l'aise. Bon, par contre, ce qui me choque tout de suite, c'est forcément la consommation. Hein, sur 18 litres, 19 litres au 100. Ça pique. Ça pique. Mais ça va parce que celle-ci roule à l'éthanol. Donc, c'est moins pire que si c'était du 98, surtout en France en ce moment. Bon, du coup, 18 litres, c'est plutôt en ville, en consommation sportive. En ville, tu m'as dit 14, c'est ça? 14-15? Non, en ville, c'est 14-15. Ouais, et puis sur autoroute, c'est 10 litres. C'est 10 litres. Ouais, donc ça reste plutôt raisonnable, en vrai, entre guillemets, pour un moteur qui fait 3 litres de cylindrée. Par contre, on entend bien. On entend bien le moteur. On entend vraiment le compresseur à l'intérieur. On sent que c'est une voiture, par contre, qui est molle. Hein. À chaque virage, Un bateau. on sent qu'il ne faut pas accélérer trop fort. Mais même moi à l'arrière, franchement, je sens que c'est mou, je sens que je suis dans un canapé roulant. Et vraiment avec ce cuir, tout ça, franchement, c'est confortable. C'est vrai que c'est tout confort. Mais en même temps, il en faut pour traverser tous les États-Unis. Hein. C'est vrai que nous sommes vraiment, vraiment bien installés pour le coup. On montre-nous ce qu'il y a un peu sous le capot. Dès que tu es en ligne droite, hein, parce que c'est une américaine. Sinon, on finit dans le décor. Ah, et ça pousse quand même. Hein. Ah oui. Oui, oui, Ça oui. pousse, on est vite à 200 km/h quand même. Hein. Bon, bah, c'est vrai que le V6 en a sous le pied. Hein. Puis là, c'est vrai que la conso qui monte instantanément. C'est couplé, ouais, ça fait peur. On a des petits indicateurs de boost notamment là sur l'écran qu'on voit aux faces. Ça fait très gadget années 2000. Hein. Franchement, il n'y a pas d'autre chose à dire. On est dans les années 2000. Au niveau comportement, je trouve que c'est assez mou. Qu'est-ce que t'en penses, Samuel? Ah bah oui, c'est très très bateau. Hein. Les sous-virages, on est abonné avec une voiture pareille. Je suis un peu déçu, il n'y a pas de poignée là. Il n'y a pas de quoi se tenir ou se cramponner, on est vraiment baladé. Après, Il faut dire qu'après, les Américains ont des lignes droites. Donc forcément, bah là, on est sur le bon terrain, il y a des lignes droites. Mais en virage, on verra après, mais c'est forcément un peu perturbant. Bah, par contre, ça marche. Hein. Ça marche vraiment fort pour le coup. 250 chevaux, mais c'est surtout le couple qui est choquant parce qu'on a la puissance tout de suite alors qu'on est à même pas 2000 tours minute. le 0 à 100 est annoncé en 7 secondes environ. Après, effectivement, vu que c'est une traction très puissante, toute la puissance ne passe pas au sol. Ce qui fait qu'on a tendance à patiner et apparemment le moteur, et on l'a même testé un peu tout à l'heure, il se coupe dès que ça patine. Le jus se coupe
et le moteur perd son régime. Et c'est assez difficile à gérer, ça laisse sur la fin et c'est pas très agréable. Alors, comme vous pouvez le voir, le compteur est assez archaïque. C'est tout simple, hein. On a les chiffres en miles et en km/h avec l'équivalent. Bon, alors techniquement, ça monte que à 180 en gradué, donc 190, enfin à 200 plutôt. Mais la voiture est bridée. Donc débridée, elle monte plutôt à 225. 0 à 80, sachant qu'on est 4 dedans. Bah, moi, il y a tout mon corps qui a bougé, je me suis retrouvé plaqué dans le siège. Ouais. Ça accélère, j'ai envie de dire, j'ai les mêmes ressentis de poussée que dans un avion. Et littéralement. Ouais. Ça pousse d'un coup en continu. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, il y a effectivement on sent qu'il y a un véhicule lourd, grand, large, avec beaucoup d'inertie, qui se déplace quand même très vite et qui a une belle accélération. Il y a un côté effrayant parce que c'est très lourd. Et on se dit que ça, si on perd le contrôle, ça peut vraiment faire très peur. Après, c'est une traction, donc l'avantage, c'est vraiment que ça se place assez bien. Et puis, si tu perds l'arrière, tu réaccélères. Et en général, ça revient. Après, ça tient pas la route. Ouais, par contre, ça tient pas la route. Niveau intérieur, les finitions pour une américaine, franchement, c'est plutôt bien. Franchement, je trouve que c'est bien fini. Le toit est bien fini. Après, il y a quand même pas mal de plastique. Hein. Regarde là sur les côtés, ici. J'allais y venir. C'est vrai que les plastiques. C'est vraiment pas mal de plastique encore. Ça, c'est les voitures des années 90-2000. Il y a beaucoup de plastique partout. Le plastique vieillit très mal. C'est la couleur aussi, la couleur gris-noir qui a vraiment mal vieilli pour le coup. Après, c'est un intérieur qui, dans son design, dans l'ensemble, est plutôt agréable, on va dire. Surtout les sièges. Moi, j'aime beaucoup les sièges, voilà. Par contre, le volant, pour moi, il est ignoble, mais ça, c'est autre chose. Alors, on m'a expliqué tout à l'heure, le propriétaire m'a expliqué pour la boîte de vitesse qu'on peut montrer juste là. La boîte de vitesse, il y a pas mal de symboles dessus. Donc, bon, on a le fameux PRND, D étant le passage automatique de la 1 à la 4. Et là, on a 3 chiffres en dessous, 1, 2 et 3. Et en fait, c'est pas du séquentiel, c'est vraiment pour dire que lorsque vous êtes en 1, la voiture va rester en 1 max. Si vous êtes en 2, ça va faire 1, 2. Elle va se varier automatiquement entre la 1 et la 2. Ainsi de suite pour la 3, elle va varier automatiquement entre la 1, la 2 et la 3. Et le D fera les 4 vitesses. Ce qui est plutôt assez étonnant et pas vraiment commun. Et le fait que ce soit un gros moteur avec du gras et très coupleux, ça permet vraiment en conduite quotidienne de ne pas dépasser les 2000 tours et d'avoir vraiment quelque chose de confortable. Envisageable en daily, financièrement un peu moins, mais en tout cas chez les Américains c'était leur vision du daily dans les années 90. Regarde Martin, ça tu n'y as pas accès. L'énorme trappe à ski. Alors là mon pote t'en met des skis. Hein. 2 porte-gobelets typiques chez les Américains et vraiment la coudoir il est énorme, on peut y mettre 3 bras. Et la trappe à ski assez rure. Il y en a 2 devant j'ai aussi, pas la clé donc je vais pas pouvoir l'ouvrir. Voilà. Mais tu y fais passer un être humain facilement, je pense. Donc je le disais tout à l'heure que cette version existait aussi en berline. Et le fait que ce soit un châssis de berline, on a vraiment un comportement très mou, avec un énorme empattement en fait. Et c'est étonnant aussi pour une américaine que ce soit une traction. Alors que les américaines, on a vraiment cette image de gros V8 de propulsion. Là, on a un V6 traction. Un gros V6 certes, mais traction. C'est le problème de cette voiture pour moi, c'est qu'il y a trop de puissance sur les roues avant et la puissance passe pas au sol en fait. C'est très compliqué d'exploiter une voiture pareille avec un châssis pareil et autant de puissance. Mais c'est typiquement américain, une voiture qui prend beaucoup de roulis mais qui est performante qu'en ligne droite. Hein. Finalement, c'est juste un dragster, mais dans une conception inversée, quoi. Dans une conception européenne. Peut-être que tu peux faire montrer comment ça marche un dragster. Vas-y. Un dragster, ça marche comme ça. Ouais, non, franchement, ça marche. Hein. Si, ça pousse, hein. Ça pousse vraiment fort. Enfin, à chaque fois, avec à peu près n'importe quelle voiture, on peut assez vite faire le permis. Faites attention. Malgré que ce soit beau, tout ça, bon, c'est pas si bien assemblé que ça. On a quand même tout à l'heure démonté une poignée pour sortir. Les plastiques sortent, les joints commencent un peu à sécher, ce qui est un peu normal pour les voitures de ces âges-là.
C'est la partie de la vidéo que le propriétaire va pas trop aimer, hein, parce qu'on est en train de la détruire, la bagnole, hein, globalement. Propriétaire qui nous regarde. C'est vrai que la conception, j'ai pas compris. Traction avec autant de puissance, c'est une connerie pour moi. Le châssis, passe pas au sol. il est mou, ça sert à rien. Et ouais, l'assemblage est catastrophique. Hein. Mais il y a un V6 3,8 litres avec un compresseur qui chante. Ouais, On ça, entend vraiment quand ça monte. Et ça, c'est un argument de taille. Et surtout que ça, pour le coup, bah, on n'en voit jamais. C'est des voitures qu'on voit vraiment jamais en France. Et c'est cool d'avoir ça. En plus, sur Le Mans, qui est la capitale, on va dire, du sport automobile quand même. Donc, c'est sympa d'avoir ça ici. Et puis, ça change de d'habitude. En fait, quand vous achetez ça, vous achetez surtout le fait d'avoir une voiture qui ne ressemble à rien d'autre. Parlons vite fait du prix. La cote est environ autour des 15-16 000 euros. Soit vous achetez ça, soit vous achetez une 208 GTI, une Clio 4 RS. Donc vous achetez vraiment en achetant ça un véhicule que 3 personnes ont en France à tout casser. Et donc nous avons aujourd'hui la chance d'avoir pu vous la présenter, d'avoir pu faire un merveilleux tour dedans. Et pour ça, nous remercions chaleureusement le propriétaire. Comme vous avez pu voir tout au long de cette vidéo, Martin et moi avons décidé d'investir. On a acheté quelques micros et des caméras plus performantes. La cadreuse qui participe la et qui cadreuse. nous prête aussi du matériel également. Donc nous la remercions. Dites-nous dans les commentaires évidemment ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo, Et ce que de vous cette pensez de cette voiture aussi. Surtout de cette voiture. Et on espère que le contenu vous aura plu et on essaiera toujours de proposer de mieux en mieux. N'oubliez pas, abonnez-vous, Voilà, abonnez-vous. activez la cloche, partagez à tout le monde, le max de personnes. Et Plus mettez nous des likes, serons nombreux, mettez des likes, mettez des pouces bleus. plus nous serons nombreux, plus on pourra faire des essais géniaux. Ouais. Plus on est de fous, plus on rit.